Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes actuellement à la Bellevilloise, à Paris, où se tient le Conseil national de l'énergie 2022, une initiative qui vise à mettre en débat des propositions d'urgence sur la politique énergétique de la France. Cette initiative est née en février 2021 lorsque les CSEC d'EDF et d'Enedis ont lancé une pétition en ligne pour lutter contre le projet de démantèlement d'EDF, une pétition qui avait connu un succès retentissant puisqu'elle a recueilli à ce jour plus de 200 000 signatures et des centaines de motions votées dans les conseils municipaux. Donc le CNE, c'est le prolongement de cette action et il rassemble des femmes et des hommes qui souhaitent ensemble faire changer de cap à la politique énergétique de la France. L'électricité, c'est un bien de première nécessité, elle est même vitale, et les hausses spectaculaires de prix qu'on observe depuis plusieurs mois n'épargnent personne. Ce qui confirme bien que la concurrence ne fait pas baisser les prix, bien au contraire. Trains, autoroutes, hôpitaux, on voit bien que partout où on démantèle le service public, les prix augmentent. Donc nous sommes ici sur l'espace télé du Forum, un espace de discussion qui se veut complémentaire de l'Agora qui a lieu à côté en ce moment même avec d'autres grands débats que vous pouvez tous suivre sur Internet. Et à notre programme ce matin ici sur l'espace TV, nous aurons 3 débats de 30 minutes. Nous recevrons une pluralité d'intervenantes et d'intervenants, des spécialistes, des responsables syndicaux, des élus, pour faire le bilan de l'ouverture à la concurrence et se poser la question du monopole public. Donc ça, ce sera tout de suite, dans quelques instants, à 10h30. Puis nous discuterons ensuite du contexte géopolitique et l'influence qu'il peut ou doit avoir sur la politique énergétique de la France. Ce sera à 11h. Et enfin, nous aborderons la question du mix énergétique comme réponse aux besoins des consommateurs et aux défis climatiques. Ce sera à 11h30. Moi, je suis Charlotte Recoquillon, je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette matinée. Et vous pouvez donc nous rejoindre et nous suivre en direct sur le site du CNE, www.cne22.fr. Et n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, à partager et à accompagner vos commentaires du hashtag CNE 2022. On vous attend nombreuses et nombreux. On est ensemble jusqu'à midi à la Bellevilloise à Paris. Sans plus attendre, nous allons donc commencer notre premier débat avec un thème, ou plutôt une question. Quel bilan peut-on faire du monopole public et de l'ouverture à la concurrence ? Un bilan indépendant des 20 dernières années d'ouverture à la concurrence et de la mise sur le marché de l'énergie, c'est d'ailleurs une des demandes qui est formulée par le CNE et nous allons tenter d'en esquisser quelques grandes lignes. Pour en discuter, je reçois 2 invités. Bonjour, Sébastien Ménesplier. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FNME-CGT et vous êtes à côté d'Alexandre Gria. Bonjour, secrétaire national du CFE Énergie, de la CFE Énergie même. Donc je me tourne vers vous, Sébastien Ménesplier, pour commencer. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'énergie relève de l'intérêt général et pourquoi, par conséquent, elle devrait être placée sous le contrôle de la puissance publique? Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, en quoi consiste la politique énergétique de la France? Alors je crois qu'avant tout, il est bon de rappeler que l'énergie est un bien de première nécessité et qu'en ce sens, on considère en effet que l'organisation qui en découle doit être d'intérêt général. Fut le cas donc en 1946 où on a organisé les filières électricité et gaz autour de monopoles publics qui ont permis de répondre à l'intérêt général, de répondre aux besoins de la nation et donc d'organiser un véritable service public de l'électricité et du gaz qui, derrière, a permis de développer des activités pour la réponse aux besoins. Ça a permis aussi une maîtrise des coûts. Ça a permis aussi d'organiser dans ce service public un tarif réglementé. Donc, cette considération et cette organisation autour d'un service public avec monopole public a permis véritablement à la France d'avoir 2 fleurons industriels, Électricité de France et Gaz de France, qui ont démontré toutes les vertus qui ont fait les jours heureux du peuple français, des citoyens. Aujourd'hui, le secteur énergétique, il est organisé vraiment différemment, puisque le choix a été fait de libéraliser le marché
de l'ouvrir à la concurrence. Et donc forcément, la réponse aux besoins et l'intérêt général sont plus au cœur de l'organisation des filières et du secteur, voire même on peut s'interroger si réellement il existe encore un service public. D'accord. Qui était hérité, lui, je crois, du Conseil national de la résistance. Tout à fait, c'est un héritage en effet de 1946, hein, donc c'est des préconisations du Conseil national de résistance qui a fait qu'à l'époque, un ministre communiste, Marcel Paul, proposait donc d'organiser EDF et GDF dans un service public. Donc il y a eu la nationalisation de ces monopoles publics et quelques mois plus tard, les personnels donc, qui exerçaient les activités du service public de l'électricité et du gaz se sont vus dotés d'un statut pour, je dirais, traduire concrètement le contrat de travail pour exercer donc, le service public 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, par tous les temps. Et on voit bien aujourd'hui que malheureusement, ces différences, elles sont comment dire, notables. Et c'est en cela qu'on a besoin de revenir à des choses beaucoup plus sérieuses. Donc rupture d'égalité, intérêt général qui n'est peut-être plus au centre de la politique d'EDF et de l'énergie. Alexandre Grillat, quel bilan vous faites donc de l'ouverture du marché et peut-être même, est-ce que l'énergie, c'est un bien ou un produit qui est adapté au marché? Alors, je pense que pour répondre à votre question, il faut revenir un peu aux racines du mal. D'où vient finalement cette ouverture des marchés qui s'appliquait à la fois à l'électricité et au gaz en France et en Europe depuis les années 90? En fait, ça vient de l'école de Chicago de Milton Friedman des années 70, qui a été quelque part la Bible de la révolution néolibérale qui a été portée par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et Margaret Thatcher, en fait, a appliqué cette théorie néolibérale à un ensemble de secteurs en monopole et sous maîtrise publique en Grande-Bretagne dans les années 80, ce qui a conduit à l'ouverture totale des marchés des télécoms et l'ouverture totale des marchés de l'électricité et du gaz en Grande-Bretagne dans les années 80. Et la Grande-Bretagne a essayé d'influencer les institutions européennes dans les années 90 pour appliquer à la maille européenne, finalement, ce qui avait été mis en œuvre en Grande-Bretagne. En oubliant juste une chose, c'est que la Grande-Bretagne a ouvert les marchés du gaz, alors que la Grande-Bretagne disposait de ressources en gaz en mer du Nord. Donc effectivement, l'accès à la ressource permet de déterminer si la concurrence est bénéfique ou pas. Et les dirigeants européens ont fini par embrasser cette théorie, considérant que la concurrence était bonne par essence et qu'elle ferait baisser les prix. Et en s'inspirant finalement de ce qui s'est passé dans les télécoms, considérant que l'ouverture des marchés doublée d'innovation technologique de rupture qui augmentait la taille du marché permettait à la concurrence de fonctionner et donc de faire baisser les prix. Et quelque part, les dirigeants européens ont accepté l'idée qu'on pouvait appliquer à l'électricité et au gaz, finalement, des recettes concurrentielles qui pouvaient être adaptées à d'autres secteurs d'activité, en oubliant les fondamentaux de l'électricité et du gaz. Qui sont qu'on ne peut pas les stocker, difficilement les transporter. Exactement. En Europe, le gaz est pour l'essentiel importé. Donc la sécurité d'approvisionnement gazier de l'Europe dépend des importations. Et pour ouvrir le marché du gaz, il a fallu, au niveau de la Commission européenne, supprimer les monopoles d'importation. Ce qui fait qu'on a eu pléthore de fournisseurs de gaz qui agissent en Europe, mais qui doivent acheter leur gaz hors d'Europe. Or, les pays producteurs sont tous en monopole d'exportation. Donc, quelque part, en ouvrant les marchés du gaz en Europe, on a fragilisé la capacité des Européens à négocier au mieux les bons prix d'achat de gaz auprès des pays producteurs, au premier rang desquels on trouve la Russie. Donc on voit qu'en niant les fondamentaux techniques et économiques, voire géopolitiques de l'électricité et du gaz, on a fragilisé finalement la construction européenne de l'énergie par l'application bête et méchante du dogme concurrentiel. Le problème, c'est que les dirigeants français ont quelque part été assez aveugles sur ce train libéral et ont accepté que la concurrence s'applique en France, quand bien même le monopole public marchait en France sur l'électricité et du gaz. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête, le modèle EDF. Le modèle EDF, c'est un monopole public. Donc c'est une entreprise en monopole
C'était une entreprise publique en monopole et c'était une entreprise publique, un EPIC. Pour les néolibéraux, une entreprise en monopole est par définition source d'inefficacité. Et pour les libéraux, une entreprise sous contrôle public est par définition source d'inefficacité. Autrement dit, une entreprise publique en monopole, c'est doublement inefficace pour les libéraux. Donc, ça doit être mis en concurrence, privatisé pour que ça fonctionne mieux. Or, le modèle EDF, né en 1946 et conforté par Marcel Boiteux, qui vient d'avoir 100 ans la semaine dernière, en fait, c'est un modèle qui a fonctionné. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la tarification coût marginal inventée par Marcel Boiteux permettait aux Français de payer le juste prix qui correspondait au juste coût. Comme disait Marcel Boiteux, les tarifs sont là pour dire les coûts, comme l'horloge est là pour dire l'heure. Autrement dit, le Français payait le juste coût du système électrique français, qui était le meilleur système électrique, parce que les ingénieurs et les économistes d'EDF avaient optimisé techniquement et économiquement à la maille d'un pays aussi grand que la France un système électrique dans une logique de système intégré. Donc les Français payaient le juste coût d'un système qui était optimisé. Donc les Français payaient un prix d'électricité imbattable en Europe. Vous voyez que le modèle a été fait pour que les Français, qu'ils soient clients résidentiels ou entreprises, payaient le juste coût d'un système optimisé, donc le meilleur prix d'électricité en Europe. Comment la concurrence pouvait faire mieux que le système EDF? Et c'est pour ça qu'il faut revenir aux racines du mal. Pourquoi aujourd'hui, depuis 20 ans, les prix de l'électricité sur le marché ne font qu'augmenter? Tout simplement parce qu'on a oublié les fondamentaux du produit qu'est l'électricité et les fondamentaux du produit qu'est le gaz. Autrement dit, ce qu'on vit depuis 20 ans, c'est une fuite en avant pour maintenir la concurrence sous assistance respiratoire en France. C'est pour ça qu'il y a eu le Tartam, qu'il y a eu l'AREN qui a été créé en 2010, et l'AREN continue à faire les choux gras de l'actualité, puisque c'est un système où le gouvernement subventionne la concurrence pour que la concurrence perdure, parce que la concurrence ne peut pas battre le modèle EDF parce qu'il a été conçu pour être optimal. Autrement dit, quand je dis qu'il faut revenir aux racines du mal, je pense qu'il faut se poser les questions, et en se posant ces questions, finalement, on se rend compte que d'ores et déjà, le bilan de l'ouverture des marchés, c'est une catastrophe. On le voit dans la flambée des prix actuelle, mais en fait, cette flambée des prix, c'est on expose les consommateurs français et européens aux turpitudes des prix de marché, d'un marché très volatile qui dépend des marchés mondiaux. Et en fait, c'est la théorie des marchés qui, aujourd'hui, explose en plein vol avec la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Mais alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce système et sur cette ouverture à la concurrence? Sébastien Mesplier, quelles sont vos propositions sur alors, cette double question du monopole d'un côté et de la propriété publique? Est-ce qu'il faut revenir à un monopole public? Est-ce qu'il faut peut-être même renationaliser? Est-ce que EDF doit être une entreprise publique ou privée? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces propositions? Ce qui est certain, c'est que la France a besoin d'une autre politique énergétique. Ça, c'est indéniable, et on espère d'ailleurs à la veille d'élections législatives que le président actuel n'obtiendra pas de majorité qui lui permettra de bousculer l'ordonnancement de ce qui est déjà prévu d'avance. Parce que finalement, la majorité continuera d'appliquer bec et ongle une politique énergétique qui tend à maintenir le marché, alors que d'évidence aujourd'hui, si on veut baisser les coûts, baisser les factures pour les usagers, les industriels, il faut véritablement, de notre point de vue, sortir l'énergie du marché et revenir à un système qui permette justement de maîtriser les coûts, puisque la France détient ses propres capacités de production. Et d'ailleurs, il est envisager d'en développer des futurs. Donc ça, c'est un élément indéniable de détenir ces outils de production. Ça permet demain de pouvoir justement sortir des coûts de production les plus bas possibles. Et là, on maîtrise les tarifs pour les usagers. Alors nous, on porte un programme progressiste de l'énergie qui s'est inscrit en fait pour venir contrecarrer la programmation pluriannuelle de l'énergie, vantée d'ailleurs par la ministre de l'écologie Elisabeth Borne,
qui donc, est devenue maintenant Première ministre. Qu'est-ce que c'est cette programmation pluriannuelle? Vous pouvez nous expliquer un petit Oui, peu? ben, en fait, la France programme, en tout cas, développe sa politique énergétique sur 3 ans et met en évidence donc les objectifs qu'elle doit atteindre, développer par exemple les énergies renouvelables, renforcer la filière nucléaire. Bon, elle traduit en fait sa programmation sur les 3 prochaines années et elle s'inscrit donc dans cette programmation pour éventuellement discuter de lois aussi avec le Parlement, et puis si d'aventure il y a besoin, tracer, on va dire, par la loi, la politique énergétique. Donc nous, on s'est opposé formellement à cette programmation pluriannuelle de l'énergie, et on a développé, donc, en gardant les mêmes initiales, un programme progressiste de l'énergie. Alors oui, nous, on considère aujourd'hui qu'avec une sortie du marché, et en retrouvant donc des monopoles publics, en assurant un service public de l'énergie, on peut lutter aussi contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas antinomique, ça ne s'oppose pas, bien au contraire. Il suffit simplement derrière d'organiser les filières pour combattre en fait le réchauffement climatique. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on dit que le mix énergétique pour notre pays est la solution, où l'énergie nucléaire, la production d'électricité nucléaire doit être au cœur de ce mix énergétique. C'est une énergie décarbonée et d'évidence aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux en termes de production d'électricité. Alors bien entendu, il y a l'hydraulique, bien entendu, il y a les énergies renouvelables, mais on a surtout besoin de production pilotable. On a réfléchi, nous, à la manière dont, finalement, on pouvait avancer dans cette politique énergétique. Et donc, on est parti d'un bilan de la déréglementation, d'un bilan de l'ouverture du marché. Et de manière concrète, on a bien vu que les prix ont augmenté, plus de 80% pour le gaz, plus de 45% pour l'électricité, 13 millions de précaires énergie. Donc, on voit bien que la concurrence et on voit bien que le marché organisé, il est malheureusement néfaste pour l'intérêt général et la réponse aux besoins. Donc, forcément, quand on vante la sortie du marché, on organise différemment le service public. Et nous, on pense qu'il faut revenir avec un établissement public à caractère industriel et commercial, donc véritable monopole public de la filière électricité ainsi que de la filière gazière. Et il faut réorganiser donc autour de ces monopoles un véritable service public de l'énergie. On a forcément, pour nous, essayer de regarder quel était le meilleur statut juridique de ces entreprises. Et il s'avère que finalement, le statut d'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, ce qu'on a connu par le passé, était aujourd'hui quelque chose qui, en termes de statut, s'apparentait au mieux. Et puis, nationaliser nous paraît, pour nous, incontournable, puisque si on reste dans un système qui est, comment dire, mi-public et mi-privé, en fait, on regarde ce qui s'est passé en Europe, voire dans le monde, tout le monde en revient du système où on partage public et privé, et on voit bien même que dans certains pays, c'est la renationalisation qui est, comment dire, décidée par les États. Donc voilà un peu, nous, en termes de projet, ce que l'on porte, et on a aussi besoin de retrouver, en termes de facture énergétique, de la sérénité, mais aussi quelque chose qui respecte finalement les usagers. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, une facture, il y a 33% de taxes. Et l'électricité ou le gaz, donc l'énergie, n'est pas reconnue comme un bien de première nécessité. Donc on applique aussi la TVA à 20,6%, quand pour les autres produits de première nécessité, on applique la TVA à 5,5%. Ce qui serait sans doute une mesure assez facile à prendre et immédiate. Totalement. J'allais y venir pour finir sur mes propos. Tout ça, c'est réalisable si on a un État stratège et un gouvernement qui décide de se doter d'une politique énergétique qui répond à toutes les ambitions qu'on a besoin pour lutter contre le réchauffement climatique, mais pour la réponse aux besoins. Alors oui, ça nécessiterait de ne pas aujourd'hui respecter les règles européennes, les directives qui
existe et pour lequel le pays a été, comment dire, contributeur. Mais ça veut dire qu'on a un État stratège qui prend ses responsabilités et qui, par exemple, au moment où le président de la République il est au cœur justement du stratège européen, plutôt qu'on réfléchisse à comment on va construire une politique énergétique sur un modèle européen, à se dire qu'il faut revenir avec des États stratèges où on a comment dire, plusieurs blocs qui comment dire, sont renforcés. Et ça n'oppose pas les coopérations qu'on peut avoir sur la partie européenne, et notamment, je pense, à l'import et l'export des besoins énergétiques pour chaque pays. Mais alors justement, vous venez de commencer à mentionner cette question de la coopération, cette question de l'échelle européenne. La question de l'énergie, ce n'est pas seulement une question qui se pose à la France, c'est l'échelle européenne et aussi l'échelle mondiale. La question de la concurrence ou du monopole, c'est aussi des sujets qui sont réglementés par des traités internationaux. Qu'est-ce que ça impliquerait de vouloir revenir à des monopoles? Alexandre Grillat, quelle est la bonne échelle pour parler de la politique énergétique et comment est-ce qu'on peut, sous quelles conditions on peut sortir de la concurrence? Alors, comme je disais tout à l'heure dans mon intervention, ma première intervention, je parlais des racines du mal. En fait, il faut peut-être juste encore faire un feedback historique sur le sommet de Barcelone de 2002. À l'époque, la France, qui était représentée par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et par le Premier ministre Lionel Jospin, finalement, ont laissé filer l'ouverture totale des marchés de l'électricité et du gaz, finalement, en ne mettant pas le veto français à l'ouverture totale des marchés qui s'est mise en place en 2007. Donc il y a eu un choix français européen de laisser la concurrence devenir la règle dans l'électricité et le gaz. Aujourd'hui, ce que l'on constate, au-delà du fait que le marché a failli et ne permet pas de baisser les prix, on le voit actuellement depuis plusieurs mois, c'est que les investissements bas carbone qui doivent être faits partout en Europe pour répondre à l'enjeu climatique nécessitent d'avoir une vision long terme. Or, le marché électrique et gazier européen est aujourd'hui régi par le court terme. Donc il y a un antagonisme entre la nécessité des investissements long terme et la réalité du fonctionnement du marché. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'États européens, dont la France aujourd'hui, considèrent qu'il faut faire une réforme de ce qu'on appelle le market design, donc de l'architecture du marché à la maille européenne. Mais pour changer cette architecture, quand bien même certains pays européens le souhaitent, il faut qu'il y ait une majorité. Or, beaucoup de pays européens, du Nord et d'Europe centrale en particulier, sont plutôt convaincus que la concurrence est bonne par essence et ne veulent pas changer l'architecture du marché. Donc on voit que sortir de la concurrence dans l'électricité et du gaz alors qu'il y a des directives, ça suppose d'avoir une unanimité entre les 27 États membres, ce qui effectivement est un Everest politique. Et que la désobéissance au traité, voire le Frexit, volontairement je mets des guillemets, ce qui pose plein d'autres questions sur d'autres secteurs, est peut-être un point de passage obligé pour sortir de la concurrence qui est finalement aujourd'hui la règle de fonctionnement au sein de l'Union européenne. Donc il y a un vrai débat politique à avoir au niveau européen sur est-ce que la concurrence a marché et si elle ne marche pas, est-ce qu'on est prêt à l'amender ou à la mettre à la poubelle? La mettre à la poubelle tout seul, ça suppose finalement une désobéissance au traité. Donc il y a une question politique majeure. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis 30 ans, la construction européenne de l'énergie s'est faite sur deux vagues. Une vague libérale et une vague verte. Puisque, et d'ailleurs quand on regarde toutes les communications de la Commission européenne aujourd'hui, d'ailleurs au cœur du Green Deal, qui est la colonne vertébrale politique de la nouvelle Commission, c'est les énergies renouvelables sont parées de toutes les vertus et il faut développer massivement les énergies renouvelables. Parfois, au niveau européen, en oubliant d'autres moyens de production bas carbone et qui ont l'avantage d'être pilotables, et c'est très bien pour la sécurité des approvisionnements. Autrement dit, la vague libérale doublée d'une vague verte, ça peut être assimilé à une forme de tsunami politique. Mais c'est le logiciel qui aujourd'hui règne au niveau des institutions européennes. Donc pour avoir un mix énergétique comme Sébastien le propose, il y a une vraie bataille politique à mener au niveau de l'Union européenne, de la Commission et des 27 partenaires de la France. Peut-être deux points supplémentaires. La nationalisation.
Alors à la CFE, on est convaincu que l'État, en tant qu'actionnaire, a démontré ces 20 dernières années, depuis le passage d'EPIC en SA en 2004 d'EDF, la privatisation de Gaz de France et la mise en bourse d'EDF et de Gaz de France, donc en 2005, finalement que l'État actionnaire s'est comporté de manière indigne vis-à-vis de ses ex-entreprises publiques. Donc la question de la nationalisation ne peut pas faire l'économie de la question du comportement de l'État en tant qu'actionnaire, et il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé depuis 25 ans. Le deuxième point dans le débat, c'est que nous sommes convaincus à la CFE, c'est que les infrastructures qui sont au cœur de la souveraineté énergétique du pays, conformément à la Constitution de 1958, doivent être sous maîtrise publique. Ça vaut bien évidemment pour les réseaux, mais ça vaut probablement aussi pour les infrastructures nucléaires, qui, au sens des traités européens, sont considérées comme de la production dérégulée, donc en concurrence, alors que quand on regarde infrastructure et climat, clairement, c'est un sujet de souveraineté et donc de maîtrise publique. Le dernier point sur l'hydraulique, la concurrence appliquée à l'hydraulique est une catastrophe. Il faut donc trouver une solution pour ne pas avoir à mettre en concurrence les concessions hydroélectriques françaises, ce qui n'est pas du tout la vision de la Commission européenne. Et là aussi, si la renationalisation d'EDF permet de résoudre le problème de l'hydraulique et de la mise en concurrence des concessions, ça va dans le bon sens. Après, la nationalisation peut prendre plusieurs formes. Est-ce que c'est un EPIC? Est-ce que c'est une société anonyme 100% publique? Le débat est ouvert, nous n'avons pas de position arrêtée. Le dernier point sur l'Europe, c'est effectivement la crise que nous vivons aujourd'hui pose deux questions fondamentales. C'est la maîtrise des prix pour la protection des consommateurs et la question de la sécurité des approvisionnements, qu'ils soient électriques et gaziers. Et l'hiver prochain va être compliqué. Donc autrement dit, ce que nous vivons depuis le 24 février met encore plus en exergue les priorités que doivent être la sécurité des approvisionnements et la maîtrise des prix. Et donc, c'est de nature à rouvrir le débat sur est-ce que la concurrence, qui ne permet pas forcément de répondre à ces deux enjeux-là, est-ce que c'est forcément une voie dans laquelle nous devons nous obstiner? Et ça fera la transition avec le débat qui vient justement sur le contexte géopolitique. Peut-être pour conclure ce débat qui touche à sa fin, Sébastien Mesplier, donc secrétaire général de la FNME-CGT, sur la question politique, est-ce que vous voulez réagir sur un Frexit? On sortirait des traités européens? Comment vous voyez ça? Il faut rediscuter les traités européens. Il faut analyser aujourd'hui l'impact que les traités peuvent avoir sur les peuples. On voit bien quand même que c'est plutôt l'austérité qui est organisée de partout. On voit bien que la précarité, elle a augmenté de partout. On parle de l'énergie, mais on pourrait parler des autres services publics qui ont été cassés et qui organisent les besoins de la nation, donc des nations. Donc il faut rediscuter les traités européens. C'est incontournable et on ne peut pas attendre. Donc, typiquement sur l'énergie, ce qu'a proposé le président de la République aux États européens ne nous convient pas du tout, puisque il n'est pas question de rediscuter les traités, il est plutôt question d'organiser dans la même dynamique le marché à la maille européenne et de regarder comment finalement on pourrait avoir un système qui ne mette pas en difficulté un État plus qu'un autre. Donc pour nous, c'est important de continuer sur cette voie-là. Et on a besoin d'exprimer et de porter qu'en effet, il n'y a pas de réforme possible aujourd'hui des entreprises. Il faut regarder de manière pragmatique et analyser donc ce qu'a été la libéralisation et la déréglementation. Voilà, et à partir de là, réorganiser le système sur des bases beaucoup plus solidaires, beaucoup plus stratégiques, et qui permettent de développer un service public pour la réponse aux besoins et l'intérêt général. Donc ça, c'est pour nous indéniable, ça fait partie de notre bataille et on continuera à lutter pour faire bouger les lignes. On espère que les élections nous permettront de nous aider. Remettre l'intérêt général au cœur de la politique énergétique française, donc ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci beaucoup. Je remercie Sébastien Mesplier et Alexandre Grillat de nous avoir éclairés sur ce sujet. Ce premier débat touche donc à sa fin. Et donc c'était sur la question du monopole ou de la concurrence au sein du marché de l'énergie. Vous pouvez retrouver les propositions du CNE sur www.cne22.fr et nous faisons la transition immédiatement avec notre deuxième débat.